Et bonsoir, bonsoir chers amis. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle masterclass sur des sujets liés à l'IA. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une équipe assez importante des arts et métiers, mais pas que. Nous allons donc aller à Laval, à Angers. Nous allons aussi aller à Bruxelles et aussi à Singapour sur ce sujet des jumeaux numériques et de l'IA. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna Semedo, je suis la responsable du cycle IA de l'Institut G9+, qui est un think tank numérique qui regroupe une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, de management et d'universités. Donc, ce soir, pour notre sujet des jumeaux numériques, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Richir, qui est professeur à l'Institut des arts et métiers de Laval et qui est cofondateur et directeur scientifique de Laval Virtual et l'un des premiers à avoir lancé en France ce sujet des technologies immersives. Bonsoir Simon. Bonsoir. Benjamin Poussard, qui est ingénieur de recherche à l'Institut des arts et métiers et qui travaille surtout sur les technologies 3D temps réel. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Karl Maria Morsch, qui nous vient de Bruxelles et qui est co-directeur de FARI, qui est un institut de recherche des universités de Bruxelles spécialisé dans l'IA, les données, la robotique et qui donc utilise les jumeaux numériques pour leur recherche. Bonsoir Karl. Bonsoir. Francisco Ginesta, qui est professeur aux arts et métiers et qui donc est à Singapour et qui nous fait l'amitié d'être avec nous alors qu'il est minuit pour lui. Bonsoir Paco. Bonsoir, bonsoir. Sylvain Fleury, qui est enseignant-chercheur aux arts et métiers. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Et donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à Simon Richir qui va nous poser les bases pour que justement, après, on puisse suivre les présentations à la fois de Benjamin sur la création d'un jumeau numérique au niveau des forges, de Karl qui va nous parler d'un exemple de jumeau numérique à Bruxelles, de Francisco Chinesta qui va nous parler du flux du vent dans la livraison par drone à Singapour, Sylvain qui nous parlera des impacts et des limites dans l'éducation, et puis Simon qui conclura sur les perspectives et débats. Et puis on aura aussi un moment de questions et réponses. Je vous propose de poser, tant que faire se peut, vos questions dans le QNR. Vous pouvez les poser dans les chats, mais ça nous crée une difficulté d'aller les chercher. Donc ce sera plus simple si vous pouvez les poser dans les chats. Simon, à toi. Eh bien, merci Anna, merci pour cette organisation du G9+, c'est toujours impeccable. J'espère être à la hauteur de l'enjeu. Voilà, je pense que vous voyez mon écran, donc ouais, ça passe un peu vite. Voilà. Alors, je commence par un nombre 21. 21, mais qu'est-ce que c'est que ce 21? 21, c'est en réalisant le projet Jenny, jumeau numérique immersif interactif, c'est le nombre de définitions du jumeau numérique que nous avons trouvé, 21 définitions. Alors, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'il y a toujours un objet numérique et puis un objet physique. Alors, dans la question de la poule et de l'œuf, qui était le premier, la poule ou l'œuf, on peut se poser la même question pour le jumeau numérique, pour qu'il y ait un jumeau numérique qui doit être là avant, l'objet numérique ou l'objet physique. Eh ben, les deux, en général, comme on peut dire, et on peut partir soit de l'objet numérique, soit de l'objet physique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est seulement quand on a les deux, donc quand on a l'objet numérique et l'objet physique, qu'on peut alors parler de jumeaux numériques. Donc voilà, on ne parle plus d'objet numérique, on parle de jumeaux numériques. Donc la question, c'est ensuite de savoir comment ces deux entités communiquent l'une avec l'autre, parce que c'est ça le plus important. Et donc, il y a plusieurs évolutions, il y a plusieurs niveaux de maturité. Donc, il y a un niveau de maturité croissant du jumeau numérique. Donc, quand il n'y a aucune communication, on est sur un modèle numérique.
Quand il y a communication de données de l'objet physique vers l'objet numérique, ben là on parle de digital shadow, l'ombre numérique. À l'inverse, c'est digital générateur, mais j'ai pas trouvé d'exemple, donc j'ai mis que voilà, le digital shadow. Et puis, quand on a une communication dans les deux sens en temps réel, eh bien, voilà, là on est dans le vrai jumeau numérique, enfin le vrai, voilà, le jumeau numérique ultime. Alors, le meilleur exemple, selon moi, par rapport aux jumeaux numériques, un exemple qui parle à tout le monde, c'est celui de la Formule 1, hein, où on a les informations qui circulent pendant la course d'un sens et de l'autre entre la voiture et son modèle numérique. Donc, le jumeau numérique permet aux ingénieurs dans les stands de copiloter la voiture. On peut même se demander, est-ce qu'on a encore besoin d'un pilote? Est-ce qu'on pourrait se passer de pilote? Alors, ce serait moins fun peut-être pour le spectacle là, sur Canal+, ce serait quand même un peu moins bon. Voilà. Mais donc, les ingénieurs font tourner des simulations, préparent tout, voilà, ils stratégisent derrière, un peu comme voilà, des généraux au combat. Et puis, ils mettent au point les meilleurs scénarios de course et puis ils envoient les réglages dans la voiture. Voilà. Donc, question, à quoi servent les jumeaux numériques dans l'industrie? Donc, on peut considérer deux types de jumeaux numériques principaux. Hein, là, je fais voilà, de l'explication générale, on va dire. Le jumeau numérique produit et le jumeau numérique de processus. Alors, le jumeau numérique produit, c'est un peu comme la Formule 1 dont on parlait juste avant. Donc, ça sert à évaluer ses propriétés, les propriétés du véhicule ou de d'autres produits. Alors, ça peut être aussi dans le bâtiment, on parle pas mal de jumeaux numériques dans le bâtiment aussi. Tout ce qui est cycle de vie, la durabilité, les défauts, la qualité, la maintenabilité. On travaille beaucoup sur la maintenabilité prévisionnelle maintenant, par exemple avec Airbus Hélicoptère dans le laboratoire. Voilà. Et puis, il y a le jumeau numérique de processus. Donc, par exemple, une chaîne de fabrication, voire même une usine complète, qui permet de mesurer la performance des installations, de les piloter en temps réel, de tester des choses, d'optimiser. Par exemple, si on veut faire des économies d'énergie face à l'augmentation du coût de l'énergie, on peut optimiser tout ça. Tout ce qui est maintenance, bien entendu, et puis détecter des problématiques, voire même prévoir des plans de reprise d'activité en cas de problèmes particuliers. Voilà, donc pour faire tout ça, on a besoin de capteurs, hein, d'indicateurs qui vont créer un ensemble de données. On peut avoir des indicateurs aussi qu'on rentre manuellement. Et donc des données d'entrée, des données de sortie qui sont transformées par les capteurs, etc., et par le jumeau numérique. Et puis, on va optimiser tout ça. Donc, comme le dit Caroline Vinet, qui est journaliste, la qualité de la copie virtuelle dépend de la quantité et de la pertinence des données sur lesquelles on s'appuie. Donc, on parle de données. Alors, bien sûr, données, ça fait tout de suite penser à intelligence artificielle, parce que les IA adorent les données. Donc, on va mettre à contribution les IA pour nous aider à gérer tous ces jumeaux numériques. Mais alors, comment on utilise l'IA dans les jumeaux numériques? Eh bien, l'objectif de nombreux chercheurs et ingénieurs, ça va être de booster les simulations numériques qu'on utilise dans les jumeaux numériques via les IA pour booster justement ces jumeaux numériques. Et c'est pas simple, Paco vous en parlera mieux que moi après tout ça, car les simulations numériques, l'intelligence artificielle n'utilisent pas les mêmes méthodes de travail. Alors, si on parle des simulations numériques, donc ce sont des algorithmes qui servent à recréer ou imiter un phénomène, un système ou un processus réel. Ça nous sert à étudier le comportement, analyser les résultats et puis à tester des hypothèses sans risquer d'affecter le système réel. On peut imaginer, toujours avec l'exemple de la Formule 1, ce que ça peut donner. Et puis, la simulation numérique, ça nous permet de prédire, de comprendre, d'optimiser des situations complexes dans des conditions variables. Là, par exemple, analyser des systèmes industriels, évaluer l'impact de changements de paramètres. Bref, enfin, tout ça, c'est pour aider à la prise de décision.
Donc, en résumé, la simulation, c'est un outil d'analyse et de formation qui étudie un processus particulier. Et le jumeau numérique, eh bien, ça va être un outil d'optimisation et de prédiction qui va lui-même exécuter toutes sortes de simulations pour étudier tous ces processus. Donc, les jumeaux numériques vont utiliser des algorithmes de simulation numérique, des modèles réduits et des IA pour étudier simultanément plusieurs processus. Donc, en conclusion, c'est quoi un jumeau numérique? Et là, j'ai repris une slide de Paco. Donc, un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'entités, de processus du monde réel, synchronisée à une fréquence et une fidélité spécifiques tout au long du cycle de vie, parce que la fréquence n'est pas forcément la même. Il y en a certaines, on va être plutôt sur la milliseconde, et puis il y en a d'autres, peut-être que pour, je ne sais pas, le jumeau numérique d'une montagne, on pourrait peut-être regarder tous les ans de combien elle a bougé, par exemple. Bon, si on est au Japon, ça va être un peu plus court que tous les ans, si on regarde le côté sismique. Et puis, voilà. Et tout ça, ça permet de prendre des décisions qui créent de la valeur. Donc voilà, j'ai un peu posé toutes les bases. Alors, j'ai essayé d'être un peu général dans le discours. Et maintenant, donc, comme l'a dit Anna, eh bien, on va regarder comment créer un jumeau numérique. Après, on fera un petit focus sur tout ce qui est urbanisme avec l'exemple de Bruxelles et l'exemple de Singapour. On fera un focus sur l'enseignement et l'apprentissage et je reviendrai vous voir pour les perspectives. Voilà, maintenant, j'arrête le partage de mon écran et je passe la parole à Benjamin Poussard, donc voilà, ingénieur de recherche dans l'équipe. Hop, bonjour à tous. Et donc, je prends la suite pour effectivement parler de la création de jumeaux numériques avec l'exemple des forges de Metz. Je pense que vous voyez mon écran. Alors, je vais continuer la présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler une première règle, hein, quand on parle de jumeaux numériques. Simon vient de faire une présentation un peu globale, générale sur le jumeau numérique. On voit que le jumeau numérique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut représenter beaucoup de cas d'usage. Et donc, quand on se pose la question de créer un jumeau numérique, je pense que la première règle à respecter, à définir, c'est vraiment définir l'usage. Qu'est-ce qu'on veut faire derrière? On ne fait pas un jumeau numérique pour faire un jumeau numérique. Donc, je vais parler de quelques concepts avant d'arriver jusqu'à notre exemple. On peut avoir, dans le premier cas ici, hein, de la maintenance prédictive. On va avoir un produit, ça peut être un train d'atterrissage, par exemple, sur un avion, qui va être connecté, qui va remonter de l'information. On va analyser cette information, on va y avoir des algorithmes qui vont nous permettre de faire de la maintenance prédictive, de savoir quand est-ce qu'il va être utilisé un peu trop pour devoir le remplacer, le changer des pièces. Ça peut être autre chose, ça peut être un équipement de production comme une matrice pour l'estampage. Vous allez mesurer des efforts sur cette matrice. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, elle a trop servi. Il va falloir la changer, donc il va falloir commander, fabriquer une nouvelle pièce. Ça peut être un bâtiment, des capteurs dans le bâtiment qui vont nous donner des informations sur l'utilisation des bâtiments. On est toujours dans le même schéma. Vous avez le deuxième schéma qui est plutôt, là si je parle de production industrielle, du monitoring de production, on va avoir des machines, pareil, qui vont être instrumentées, qui vont capter de la donnée, qui vont remonter de la donnée. Et on va avoir des modèles numériques derrière pour aller analyser les données de la production. Vos modèles numériques vont être alimentés par alors des modèles de simulation, des modèles réduits, de l'intelligence artificielle qui vous seront un peu décrits plus tard, vont nous permettre d'aller faire de la prédiction qualité, de la prédiction de défauts, etc. sur les différentes pièces, avant même que les pièces, ou en même temps que les pièces soient fabriquées. Et vous avez un troisième cas qui va nous intéresser ici, qui veut dire qu'il pousse encore un peu la réflexion plus loin, qui est les usages en immersion et en interactivité avec les utilisateurs. Et là, ici, on va parler d'usage pour de la formation au jumeau numérique ou par le jumeau numérique. Donc, c'est le cas qui nous intéresse ici. Donc, l'exemple de la halle de la forge à Metz, hein, c'est une halle industrielle complète qui consiste en plusieurs presses mécaniques, presses hydrauliques, il y a aussi une cellule robotisée à l'intérieur, hein, pour le chargement, déchargement des différentes pièces qu'on va fabriquer. Et cette halle, on en a fait un jumeau numérique dans le contexte du projet Jenny, hein, c'est principalement les laboratoires LCFC et l'AMPA aux arts et métiers qui ont travaillé sur ces sujets-là. On en a fait un jumeau numérique avec différents usages qui regroupent un petit peu tous les concepts qu'on a présentés. Donc on a de la captation de données ici,
j'en reparlerai tout à l'heure, hein. La machine a été instrumentée, on a eu du rétrofit de la machine, changement de carte d'acquisition et des capteurs pour capter de la donnée. Mais on a aussi, sur ce que vous voyez sur la droite là, un environnement complètement virtuel, numérisé, avec de la modélisation, de l'animation, de la simulation des processus, de l'interactivité utilisateur pour les utilisateurs en réalité virtuelle, et de la simulation de procédés, donc alimentés par des intelligences artificielles notamment, des modèles réduits, pour simuler les procédés. Alors, je montre directement à quoi ça ressemble avec une vidéo qui montre le process. Ici, là, vous êtes un utilisateur immergé dans un jumeau numérique, une représentation numérique assez fidèle de ce qui se passe dans la vraie halle, avec les différents éléments, les différentes machines qui fonctionnent. On peut aller jusqu'à s'équiper en équipement de protection individuelle, puisque le but derrière, hein, ça va être de faire de la formation au système. Donc dans cette halle-là, tous les process ont été représentés, modélisés, tout en bénéficiant des avantages de la réalité virtuelle. Donc on peut toujours faire flotter des objets dans l'air, par exemple, parce que c'est plus pratique en réalité virtuelle. Par contre, le comportement des machines a été représenté vraiment le plus fidèlement possible. Donc, on va pouvoir prendre des lopins, chauffer des lopins en différents matériaux, les installer sous la presse mécanique ici, configurer l'effort de frappe de la presse mécanique, taper avec la presse et on voit les différentes étapes de presse qui vont au final nous former notre pièce. Donc ici, on a une représentation complète de la chaîne du processus complet de forgeage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de jumeau numérique? Ici, on est sur un jumeau numérique qui a but éducatif. Donc, il reprend des concepts des jumeaux numériques industriels dont on a parlé, mais il a quand même différentes applications. Et donc, on retrouve certains concepts développés avec différents niveaux de maturité, comme on disait tout à l'heure. Donc ici, pour le jumeau numérique éducatif, hein, on a vraiment une représentation numérique de processus, de procédés, d'une machine, avec les différents niveaux de maturité et différentes caractéristiques, dont je vais parler juste après. Pour le cas d'un jumeau numérique éducatif, on reste dans un environnement informatique pour l'apprentissage, qui essaye de combiner au plus possible de la fidélité sur la représentation, de l'interactivité avec l'utilisateur et de la pédagogie, qui est un point sur lequel Sylvain reviendra tout à l'heure. Et au niveau des différentes caractéristiques, on a un certain nombre. On a tout ce qui est la partie instrumentation capteur, qui va pouvoir être développé à un certain niveau de maturité, le traitement de la donnée captée, la simulation des différents procédés liés aux procédés de fabrication en question sur les machines, et les simulations de process industriels associés. Sur ces caractéristiques, on se retrouve vraiment sur les caractéristiques de jumeaux numériques, on va dire un peu plus classiques, où vraiment la donnée est la clé et le traitement de la donnée est la clé. Dans le cas des jumeaux numériques pour l'éducation, on rajoute quand même un certain nombre de caractéristiques. Alors, on a toujours la partie simulation procédé process qui est hyper importante, mais on a la partie représentation visuelle, qui n'est pas forcément nécessaire dans tous les jumeaux numériques. Le caractère immersif et interactif, qui là aussi amène son importance, parce que le but, c'est que l'utilisateur interagisse avec les machines, comme s'il les utilisait dans la vraie vie. Et la pédagogie qui est développée autour de cet aspect-là. Et donc l'ensemble finalement du JN qui a été développé là regroupe des caractéristiques plutôt de l'ordre du jumeau numérique industriel et des caractéristiques plutôt de l'ordre du simulateur. Alors, comment on fait un jumeau numérique comme ça pour la forge? La première étape, comme je vous le disais, c'était la partie instrumentation capteur. Donc ici, les équipes du laboratoire de Metz ont instrumenté la machine pour être capable de mesurer certaines données. Ici, ce qui les intéressait, c'était les données d'effort et de déformation, mais pas de la pièce, mais des déformations de la presse. Et donc, il y a toute une connectivité à la machine qui est possible pour monitorer les efforts réels et les déformations réelles de la presse, et donc de voir qu'en fait, sur le processus, il n'y a pas que la pièce qui est tapée qui se déforme, il y a aussi la machine. C'est la première partie, instrumentation et traitement de la donnée. Ensuite, sur ce type de jumeau numérique, il y a toute une partie représentation visuelle. Comme on est dans des environnements qui sont qui sont en réel pour la réalité virtuelle ou l'utilisation dans des applications web, applications mobiles, en l'occurrence réalité virtuelle,
On doit faire beaucoup de modélisation. Alors, il y a bien des données de ressources, hein. On a la possibilité d'utiliser des CAO, comme vous voyez sur la gauche, qui sont relativement simplifiés pour déterminer les modèles, les encombrements, les cotes. On a la partie scan. Donc, en bas à gauche, ce que vous voyez, c'est un scan qui a été réalisé sur place. Et ensuite, on va pouvoir faire de la modélisation avec de la retopologie, de l'optimisation des maillages pour que ça soit utilisable dans un environnement temps réel, tout en essayant d'être le plus fidèle possible, donc d'avoir une, euh, une résolution et des textures qui ressemblent à la machine réelle. Ensuite, comme vous voyez sur la droite, il y a toute une partie animation, donc l'ensemble des éléments qui doivent être interactifs dans la scène sont animés. Ça, c'est une première étape pour avoir la partie visuelle du jumeau numérique. Ensuite, on a une partie simulation de procédés. Donc là, ici, vous avez déjà vu cette vue-là. L'ensemble des procédés de fabrication qui ont été représentés dans le jumeau numérique sont issus de modèles numériques, de réduction de modèles IA, qui nécessitent de la R&D et du travail des différents chercheurs ici, des arts et métiers. Donc j'ai parlé de ce premier modèle-là déjà sur la vidéo. On a différentes presses, donc différents modèles, différents matériaux, donc différents modèles. Ici, on a notre presse mécanique, où là, le but est de procéder à de l'emboutissage. Donc je vais avancer un petit peu, vous allez voir les différents tôles. Donc on a une tôle qui est placée ici. On va avoir des modèles qui nous permettent de dire, voilà, première passe, ma déformation se fait. Deuxième passe, ma déformation est trop importante, la tôle casse. Ici, on a un autre modèle, un autre exemple avec, je choisis la taille de mon lopin de cuivre, donc les dimensions en largeur, en diamètre et en longueur. Et en fait, je vais pouvoir aller les positionner sur ma presse les uns après les autres, exécuter, donc selon l'effort de frappe de ma presse que je renseigne dans la machine, exécuter différentes frappes avec ma presse. Et je vais pouvoir visualiser les résultats. Donc hop, je vais laisser la presse taper. On a une déformation qui se fait. Et donc quand on se rapproche, on se rend compte qu'on a différents lopins avec différents résultats. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Hop là. Et donc on a voilà, nos différentes pièces qui ont différentes déformations par rapport à ce modèle numérique qui a été calculé, qui prend pour input l'effort de frappe et qui prend pour input les dimensions du lopin de cuivre. Donc là, c'était la partie qui était, on va dire, boostée à l'IA pour reprendre les mots de l'introduction. Partie simulation de process et interactivité, toutes les étapes, comme je les ai montrées dans la vidéo, doivent être possibles à réaliser. Donc l'idée, c'est de réaliser un environnement dans lequel l'utilisateur peut utiliser l'environnement comme s'il le faisait dans la vraie vie. Donc la simulation du process et l'interactivité, ça va être la capacité de mettre ses EPI, la capacité d'utiliser un four, de le paramétrer, de monitorer sa température. Ça va être la possibilité d'utiliser les robots avec les trajectoires robots, des programmes robots pour aller faire la mise en charge des différentes pièces dans les presses. La possibilité d'aller manipuler les lopins, de les mettre dans la presse, les possibilités de paramétrer la machine pour paramétrer l'effort de frappe, et ensuite voilà, visualiser les différentes frappes. Là, on visualise sur la presse. Une fois qu'on a fait ça, on est capable d'utiliser un monde virtuel, c'est génial. Le problème, c'est que ce n'est pas directement utilisable en pédagogie. Et donc, c'est là qu'on a la partie scénarisation pédagogique. Et donc, c'est hyper important d'avoir, en plus de tout ce qu'on a vu, une partie scénarisation pédagogique, comment on amène cette scénarisation dans le jumeau numérique. Et donc, cette partie-là est effectivement nécessaire. Il y a de l'ingénierie pédagogique, il y a des scénarios qui sont développés pour l'utiliser. Donc, ça, c'est l'ensemble voilà, de la recette pour avoir différents usages pédagogiques. Alors là, on a des usages pédagogiques sur les mécanismes, sur les déplacements d'huile, pour comprendre le fonctionnement, sur la programmation robot, l'identification des moyens de chauffe, la température de l'eau-pain, sur la géométrie de la pièce forgée, etc. Et on peut avoir autant de scénarios pédagogiques que ce que nous permet finalement le jumeau. C'est à développer une fois que le jumeau est prêt. Et donc en conclusion, parce que j'arrive sur ma dernière slide, ce qui est intéressant de retenir dans ce process, dans ce workflow, c'est qu'avec un jumeau numérique interactif, immersif, qui a de la connectivité, qui a des procédés qui sont simulés grâce à des modèles numériques
dédiés. On arrive à pouvoir faire des usages en monitoring, des usages donc en monitoring de la production, par exemple en instrumentant la machine. On arrive à avoir des usages en formation pour lesquels vous pouvez immerger des utilisateurs dans le système pour qu'ils comprennent et qu'ils apprennent à utiliser le système et les différents et tout le process finalement de fabrication. Vous avez la possibilité d'utiliser de la simulation, puisque tous les modèles réduits, les modèles numériques que j'ai abordés, finalement, peuvent être aussi utilisés au bureau, en bureau d'études, pour aller leur mettre des paramètres d'entrée et en récupérer de l'information sur les résultats de calcul. Et vous pouvez aussi vous en servir comme outil de marketing et de valorisation. Donc, en fait, vous avez une chaîne numérique complète pour l'industriel quand vous allez au bout de cette démarche sur les différents usages qui peuvent être pertinents pour vous industriels. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, juste une petite question, parce que je pense qu'elle sera rapide. Quels logiciels 3D ont été utilisés pour modéliser la machine forge et l'environnement? Et quels logiciels pour les simulations et cinématiques? Alors, pour la partie développement en interactivité, c'est sous Unity 3D. Les modèles 3D ont été issus de Scan et de CAO, puis remodélisés dans 3ds Max et Blender. Les deux ont été utilisés, je crois. Au niveau des simulations numériques, là, c'est les simulations, c'est des outils de simulation numérique, puis après des outils de fabrication de modèles réduits. Donc là, c'est des outils mathématiques ou c'est de l'environnement de développement, du Python, etc. J'ai pas un logiciel précis en tête puisque c'est pas mon équipe qui a développé directement ces modèles. Mais les outils en général, c'est un outil de simulation, par exemple, pour. Alors, non, j'ai plus en tête celui sur les déformations. Je ne sais plus lequel a été utilisé, mais je pourrais retrouver l'info rapidement. Et donc, on a un logiciel métier de simulation qui nous extrait des données. Et à partir de ces données qui sont extraites, on fabrique des modèles réduits, des modèles avec des techniques IA qui vont nous calculer par rapport à un jeu de données d'entrée, des données de sortie liées à ces résultats de simulation. Il y a deux manières de faire. Soit on le fait avec des simulations, soit on le fait avec des plans d'expérience réels. Là, en l'occurrence, on a fait ça qu'avec des simulations dans le projet. Merci, Benjamin. Karl, à toi. Donc là, on va changer Merci. de contexte. On va aller à Bruxelles, à Excel en particulier. Donc à toi pour C'est 15 ça. minutes. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de pouvoir vous présenter un peu notre initiative. Je suis actuellement à une conférence en robotique et les roboticiens peuvent parler un petit peu fort. Donc, si vous entendez des gens derrière, je m'excuse. L'idée, c'était un petit peu de présenter quelle a été notre version un petit peu de jumeau numérique. Pourquoi est-ce qu'on en a développé un? Puis, c'est quoi le genre de cas d'usage qu'on a pu rencontrer? Donc, je suis co-directeur de FARI. On est un institut joint de deux universités à Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles et la vraie Université de Bruxelles. On regroupe 300 chercheurs, 10 groupes de recherche. Et en fait, dans nos priorités, c'était d'avoir autant que possible des projets à impact sociaux, c'est-à-dire qui se passent sur des vrais cas d'usage dans la ville avec des acteurs locaux. On a une équipe de 20 personnes qui gèrent l'Institut, des activités, des infrastructures et aussi beaucoup de contacts avec ces fameux acteurs locaux publics, privés. Et en fait, on a une remontée de énormément de cas d'usage qu'on amène vers ensuite les chercheurs. Et il se trouve qu'il nous manque parfois un peu cet outil, ou il nous manquait cet outil de visualisation, d'incorporation, une sorte de vision un peu plus globale de toutes les données qu'on recueille, toutes les données auxquelles on a accès. Est-ce qu'il y a une manière, pour notre contexte bruxellois, de les voir dans un seul et même endroit? Donc ici, l'idée a émergé, est-ce qu'on ne pourrait pas développer notre jumeau numérique pour à la fois être un outil de visualisation, d'expérimentation. Et notre idée, et c'est un peu notre motto, on essaie toujours de dire, au-delà de visualiser, vous pouvez tester des technologies avant de les implémenter dans la ville. Et aussi, vous pouvez utiliser peut-être cet outil pour anticiper les évolutions. Donc voilà, c'est un outil d'interface prometteur mais complexe parce que évidemment, il y a plusieurs petits défis. Je vais passer juste très rapidement sur voilà, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique pour nous, parce que ça a été très bien présenté avant et de façon très complète. Mais évidemment, c'est cette interaction entre le monde physique et ce fameux jumeau numérique. Le principe de base, c'est qu'il vous faudrait des données de qualité.
Et il faut quand même être très honnête, ça n'est pas le cas dans un très grand nombre de cas. Ensuite, on a dans le monde jumeau numérique cette interaction entre système physique et système numérique. Là aussi, l'assumption, c'est il existe suffisamment de données de qualité et de processus de données bien organisés pour refaire une représentation réaliste ou en tout cas assez fidèle de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Or, dans notre contexte bruxellois, on a un portrait très contrasté, beaucoup de données, comme beaucoup de villes en produisent, mais en même temps assez peu d'informations et de qualité de données. La question ultime qu'on se pose et qu'on se pose nous ici à Bruxelles, mais finalement assez peu aussi de façon générale, c'est pourquoi. Et pour le jumeau numérique, j'entends beaucoup de personnes qui ont un peu un avis finalement un petit peu inquiet de est-ce qu'on fait que des jumeaux numériques pour faire du jumeau numérique parce que c'est partout. Je vous donne un exemple, les appels Horizon européens comportent énormément en ce moment de références à jumeaux numériques. Parfois dans le sous-texte, parfois directement dans les appels. Donc, il y a une sorte d'attente implicite qu'il faut faire du jumeau numérique à peu près à toutes les sauces, ce qui, pour nous tous, peut-être autour de cette sorte de table numérique, nous avantage, mais parce qu'on est en train de travailler dessus. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours une technologie qui est adaptée, qui correspond aux besoins? Donc ici, évidemment, pour un peu l'autre prérequis, et on travaille beaucoup avec les départements de géomatique de la région de Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est une région avec 19 communes, dont la ville de Bruxelles. Il faut évidemment, et il y a plusieurs degrés un petit peu de précision, notamment en matière géomatique, et on n'est pas encore à ce fameux haut niveau de précision qui permettrait, voilà, le niveau le plus avancé là-dessus. Pour finir un petit peu sur nous, nos prérequis, et je pense que c'est très important, on voulait parler aussi un petit peu de quelque chose qui est finalement assez peu connu, mais donc c'est aussi bien EuroCities et Open Agenda and Smart Communities, deux organisations, travaillent fortement au niveau européen et essaient de standardiser un peu qu'est-ce que c'est un jumeau numérique local et quels devraient être les standards qu'on se met en place. Et au-delà de ça, WASC insiste depuis des années, au-delà des jumeaux numériques, sur l'idée de mécanismes d'interopérabilité minimaux. Et c'est vraiment absolument essentiel de l'avoir en tête. Et quand on travaille avec des administrations publiques, on essaie de rappeler qu'il est tellement important que les projets qu'on peut développer puissent potentiellement servir à une autre ville ou puissent potentiellement fonctionner avec leur administration voisine qui travaille sur le même sujet. Anna l'a mentionné, on travaille avec une municipalité qui s'appelle XL dans la région de Bruxelles. Et sur le sujet de la mobilité seule sur un territoire très petit, qui fait voilà, peut-être 3-4 km², on a 4 à 5 acteurs pour la mobilité et tous n'utilisent pas les mêmes standards, les mêmes formats. Donc, travailler sur un jumeau numérique, c'est aussi travailler sur les mécanismes d'interopérabilité. Mais il y a un peu une question essentielle pour nous, mais c'est pour qui les jumeaux numériques? Et ça, c'est un peu une critique qu'on peut formuler sur les jumeaux numériques et les infrastructures qui viennent avec. Donc, par exemple, ces fameuses caves dont nous, on s'est doté, donc ces salles de réalité virtuelle. Elles sont développées par des villes, souvent par des départements, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a finalement parfois très peu d'utilisateurs. Ils sont parfois sous-utilisés, abandonnés, jugés comme parfois hyper coûteux et pas assez utiles. J'étais à Helsinki il y a quelques semaines et c'est un des rares exemples de notre point de vue où on a vu une vraie prise de conscience par les différents départements d'urbanisme écologique de voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser et auquel on voit une utilité. En Belgique, en tout cas, on a eu le cas de jumeaux numériques qui ont été abandonnés. Peut-être que c'était trop tôt. Pour nous, en tout cas, et vous présenter un peu notre idée, on a donc voulu développer un jumeau numérique sur la version logicielle, mais on a voulu aussi avoir une infrastructure pour le tester, pour l'accueillir. Donc, c'est une salle de réalité virtuelle qui fait 150 mètres carrés, qu'on a pu payer grâce au plan de relance de l'Union européenne. Et donc, c'est une infrastructure qu'on a voulu installer au-dessus de la gare centrale de Bruxelles, proche de toutes les administrations publiques, proche des entreprises, et qu'on essaie de la mutualiser. Donc notre modèle, c'était de faire un modèle qui ne soit pas une seule entité, université ou administration, mais qui soit partagé. On veut mutualiser l'outil au maximum, ça veut dire que on va le rendre disponible, les personnes peuvent y accéder, le louer, l'emprunter, l'intégrer dans des projets de recherche. Ce qu'on veut, c'est diversifier les usages, et pour nous, ça nous permet aussi d'avoir de plus en plus de situations intéressantes, de projets de recherche potentiels, de partenaires
intéressés. Donc voilà, ça ressemble à ça, notre salle. Donc on a un écran qui fait à peu près 11 mètres carrés. Pour ceux qui ont des questions techniques, donc c'est Barco, qui est un opérateur belge qui est spécialisé justement sur ces fameux jumeaux numériques. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Et j'arrive enfin au cas d'usage. On essaie justement de, nous, parfois, intégrer des données publiques, semi-publiques de projets de recherche et aussi, donc, de un, soit faire visualiser les projets en parallèle d'autres données qui sont existantes. On s'en sert aussi pour montrer aux administrations de la région, parfois qui ignorent totalement les données qui existent, quelles sont les possibilités. Donc là, par exemple, on a intégré très récemment, il y a 2 semaines, les données de mobilité en temps réel. Donc ça, c'est pour le métro. Donc on a aujourd'hui une vue que je vais vous montrer ici, de à peu près toute la surface, des immeubles, des interfaces en 3D, du sous-sol. On a des stations de métro. On a bientôt ce qui s'appelle en Belgique les impétrants, donc tous les tuyaux de gaz, d'électricité, de fibres. Donc, pour aussi répondre à une des questions qui avait été posée par Anna, c'était, bon, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Un des principaux cas d'usage qu'on nous demande, c'est un petit peu pour l'urbanisme. Et pour l'urbanisme, comme vous le savez, les modèles 3D de bâtiments sont aujourd'hui une obligation, et je ne suis pas un expert sur cette législation, mais de plus en plus de projets à impact, en tout cas, doivent fournir un modèle 3D du bâtiment. Si fourni en avant, ce qu'on essaie de travailler un petit peu avec l'administration en charge de l'urbanisme, c'est l'idée de pouvoir faire les études d'incidence de projet en regardant et en intégrant le modèle BIM directement dans la ville et de pouvoir faire discuter avec notre salle qui est assez grande, jusqu'à une vingtaine de personnes, les faire travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel serait l'impact aussi en matière de qualité de l'air, de trafic. Et c'est aussi voilà, un des projets qu'on a mené. Ça, c'est donc sur la commune d'Ixelles. On a réussi à faire un projet où voilà, vous pouvez bloquer des rues et vous pouvez visualiser quel sera l'impact sur le trafic. On a travaillé sur ça avec l'administration de la commune d'Ixelles qui, jusqu'à date, quand elle veut planifier des travaux, imprime les papiers, décide ensemble, tiens, si on bloque telle rue. La visualisation du peut-être changement de trafic important et de la circulation était pour l'instant plus un peu, pas au doigt mouillé, mais une connaissance empirique et pas nécessairement visualisée. Donc ici, on a pris des données avec existantes historiques de trafic et on a voulu montrer comment est-ce que, en bloquant des rues, on serait en mesure de visualiser quel serait l'impact sur la circulation dans une zone. Si vous avez déjà été à Bruxelles, en tout cas, on a une passion pour les travaux. Donc, depuis mai 2024, et pour finir un peu, on a vu plusieurs choses. La première, c'est qu'on a reçu beaucoup de visiteurs et beaucoup d'attention. Et on voit qu'il y a une vraie curiosité autour des jumeaux numériques, autour des possibilités, et aussi le fait que cette infrastructure soit aussi centrale, on voit que ça peut permettre d'attirer pas mal de monde. On ne voulait pas être isolé, donc on s'est aussi intégré dans des gros consortiums publics européens comme Twin for Resilience, qui regroupe tout un ensemble de villes de Rotterdam à Bruxelles, qui travaillent sur l'utilisation des jumeaux numériques pour la résilience et les questions de durabilité. On a obtenu des financements. On va par exemple avoir des cours crédités européens qui vont utiliser la Cave directement, où on va faire travailler des étudiants de niveau doctoral et master sur des cas d'usage. Quels sont les avantages que nous, on a pu percevoir? C'est qu'en mutualisant cette infrastructure, on réduit les besoins d'achat dans une région petite. Et en fait, tout le monde avait un peu son projet et on dit, plutôt que de partir chacun de son côté, essayons de le faire ensemble. En partageant et en ouvrant les portes, on voit qu'on réussit progressivement à faire ces fameux partenariats académiques publics-privés qui sont assez recherchés et difficiles à mettre en place parce qu'on est capable de centraliser les données. Comme université publique, on est un partenaire parfois considéré comme neutre, capable d'intégrer ces fameuses sources de données différentes, avec quelques limites. On n'est pas non plus, voilà, toujours non plus adapté au marché. On a aussi nos propres logiques, à savoir, on veut aussi faire de la recherche. On peut amener ensuite les partenaires dans des financements de recherche, ces fameux appels Horizon. Mais bon, quels sont les défis qu'on a observés pour finaliser un petit peu cette présentation? C'est qu'il n'est pas toujours clair quels sont les cas d'usage, qui sont les utilisateurs et quel est le business model. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer dans différentes villes et à travers ces fameux modèles Twin for Resilience, ces réseaux européens.
c'est un retour de terrain qui revient assez souvent. C'est très chouette, c'est très grand, c'est très beau, par exemple, cette infrastructure, ou même les jumeaux numériques, mais qui les utilise vraiment, à quoi ça sert? Alors, on montre et on a développé des ateliers pour les citoyens et pour les administrations publiques pour les sensibiliser à toutes les possibilités qu'on peut faire avec les jumeaux numériques. Et on voit que si on ne fait pas cet effort très actif, proactif d'explication, on risque de se retrouver à rajouter notre jumeau numérique dans le petit cimetière de jumeaux numériques qu'on a en tout cas en Belgique, c'est-à-dire d'infrastructures qui étaient sous-utilisées, qui se basaient que sur du financement public, ce qui pour nous est essentiel comme université publique, mais qui ultimement ne peut pas dicter aussi la longévité du projet. Et enfin, la visualisation, c'est un miroir déformant. Il y a un effet wow d'un gros miroir, d'un gros écran, mais ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on montre qui peut être assez impressionnant, notamment dans notre cave, donc Computer Augmented Virtual Environment, peut en fait cacher des résultats médiocres, voire même des modèles pas très performants. Donc on essaie aussi d'être attentif au fait que ce n'est pas parce que ça fait beau visuellement que c'est nécessairement efficace. Pour finir, on offre, voilà, aujourd'hui on est dans cet effort constant de mieux définir une offre de service autour de ça pour justement assurer la longévité. Donc, on essaie de pouvoir apporter une expertise technologique, un accès à l'infrastructure cave à différents logiciels, donc d'avoir un modèle un petit peu de location ou en tout cas de leasing. Et on essaie d'intégrer des outils spécialisés, par exemple pour la robotique comme Isaac Sim ou Gazebo. Et ensuite, ce qu'on peut proposer, c'est l'écriture de projets joints. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Et n'hésitez pas à contacter mon collègue Martin Canter, qui dirige tous ces efforts avec Sushinet, qui est notre expert AR/VR. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karl. Je vous propose maintenant d'aller à Singapour et on va parler de flux de vent et de livraison par drone. Francisco. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran et vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, effectivement, ça va être un peu dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment. Il y a un petit souci pour fermer ce petit écran. Voilà, je le déplace. Donc, je vais parler d'un projet qui s'appelle Descartes et c'est un gros projet que je porte à Singapour pour le CNRS et sa filiale qui s'appelle le CNRS at Create. Create, c'est un campus d'excellence où il se réunit plein d'universités bien connues comme MIT, comme Berkeley, comme Cambridge, etc. Et en 2019, le CNRS est arrivé là-bas. Et donc, on a déposé un projet qui s'appelle Descartes et qui porte sur une modélisation pour être capable, comme on a dit tout au début, de prendre des décisions. Prendre des décisions, ça veut dire qu'il faut aller vite dans des systèmes critiques. Et les systèmes critiques, effectivement, ça fait référence, on ne peut pas se tromper. Donc, finalement, quel outil de modélisation, quel outil de prédiction pour être capable d'être précis et d'être rapide, parce qu'on voudra prendre des décisions qui vont très vite dans des systèmes qui sont critiques, et ça veut dire qu'on ne pourra pas se tromper. Donc, tout ce qu'on développe dans le cas de ce projet dit Descartes, c'est la création de jumeaux numériques. On a parlé des processus, on a parlé des matériaux, on vient de parler d'urbanisme. Nous, on va parler de la physique dans une ville. Et donc, on s'est posé une grande question, que c'est est-ce qu'on peut créer tous les outils qui nous permettent la construction d'un jumeau numérique d'une ville. En l'occurrence, ça sera Singapour, mais on est en train de répliquer également en France. Vous verrez des images sur la Défense à Paris. Accompagné effectivement d'un partenariat relativement vaste. On est en train de parler d'un projet à 35 millions d'euros. Et on est en train de parler d'un projet que si on met toutes les années de recherche accumulées dans les projets, on est en train de parler de 350 années de recherche. Donc, accompagné effectivement pour tous nos partenaires industriels, tous les agences gouvernementales singapouriens et les universités françaises, on a commencé à travailler dans toutes les technologies qui vont nous permettre de créer une réplique numérique d'une ville. Une ville, c'est un système de systèmes très complexe et dont la modélisation, c'est quand même un challenge. Évidemment, ce n'est pas la technologie pour la technologie, ça sera la technologie au service des citoyens pour lui donner du plaisir, lui donner du confort, lui donner de la sécurité. Mais c'est la technologie nécessaire,
pas plus que la nécessaire et pas moins que la nécessaire. Donc, comme d'habitude, je voudrais aussi donner ma définition, qui est exactement la même qui a été donnée précédemment. On va partir d'un jumeau numérique, et pour moi, ça sera un objet physique et sa réplique virtuelle qui habite dans notre ordinateur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dialoguer avec l'entité physique est difficile, tandis que s'il y a un émulateur de cette réalité dans mon ordinateur, je peux dialoguer, je peux poser des questions, je peux faire des prédictions, je peux faire plein de scénarios et finalement, je pourrais prendre une décision éclairée. Donc, un très bon modèle qui réplique la réalité physique mais qui habite dans notre ordinateur. Et comme ça a été dit précédemment, de la donnée qui va aller de l'objet physique à l'ordinateur, ça s'appelle monitoring, et de la donnée qui va aller de l'ordinateur à la réalité, ça s'appelle contrôle aux prises de décision. Donc jusqu'à là, rien de nouveau, tout a été dit. Un objet, sa copie numérique et de la donnée qui transite, ça c'est l'anatomie et la fonction d'un jumeau numérique. Le nôtre, c'est un peu différent dans le sens que quand on parle d'une ville, il y a des données, mais pas autant qu'on voudrait. Et donc finalement, il fallait trouver un cadre dans lequel on peut créer un jumeau numérique qui soit très frugal en données. Et bien entendu, quand vous enlevez des données, il faut mettre quelque chose à sa place. Et ce que nous avons mis à sa place, c'est la connaissance et les modèles qui viennent de la physique. Et plus que la mêlée jumeau numérique, on aime bien l'appeler jumeau hybride. Hybride parce que vous allez voir, on va utiliser la donnée, mais on va utiliser beaucoup la connaissance et les modèles qui proviennent de la physique. Et tout est illustré dans cette slide. Vous pouvez voir un objet physique, ce que vous voyez tout en haut à droite. Et vous avez une réplique numérique, que c'est la physique qu'on connaît, où il y a des fluides, il y a des solides, il y a de la thermique, il y a de l'électromagnétisme, il y a tous les physiques qu'on connaît très bien. Quand quelqu'un a un modèle, évidemment, il peut le résoudre. Ça s'appelle simulation numérique. Bien entendu, ces simulations numériques prennent du temps. Mais on sait aujourd'hui qu'avec des techniques de réduction modèle, que c'est des technologies de machine learning, on peut les accélérer. Donc, bien entendu, les modèles numériques, on peut les résoudre, et les résultats qu'on obtient, on peut les compresser dans un surrogate, un modèle de remplacement qu'on appelle réduction modèle. Mais en même temps, les prédictions qu'on fait dans la résolution du modèle, on peut les comparer avec la donnée qu'on extrait de l'objet physique. Comparer, ça veut dire faire la subtraction entre ce que je mesure et ce que j'ai prédit par via la simulation. Et si cette différence est nulle, ça veut dire que notre modèle est très très bon, je n'ai pas besoin pratiquement de rien, je peux faire confiance au modèle pour conduire mon système. Mais parfois, il y a un gap, une déviation entre ce que je mesure et ce que j'ai prédit. Et cette différence, nous l'appelons l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? Tout ce qu'il y a dans la réalité qui n'est pas dans notre modèle. Parce que vous pouvez bien comprendre, la réalité, c'est la réalité. Et le modèle, c'est une conception que nous avons, une abstraction, une conceptualisation d'une réalité. Mais comme c'est une simplification et ce n'est pas la réalité elle-même. Et quand vous voyez qu'il y a de l'ignorance, parce qu'il y a des différences, des déviations, des gaps entre la donnée collectée et la prédiction à partir du modèle, nous la prenons et nous faisons encore une fois avec des techniques de machine learning les modèles de l'ignorance. Donc finalement, nous avons un modèle réduit du modèle physique et nous avons un modèle de l'ignorance. Et nous appliquons à ce moment-là l'équation fondamentale qui est tout en bas, qui dit que la réalité, c'est ce que vous savez. Ça vient de la physique, des siècles de physique, plus ce que vous ignorez, que vous venez de construire à partir de la différence entre la donnée collectée et les prédictions qui viennent du modèle. Et ça, c'est la base d'un modèle hybride dans lequel nous utilisons la donnée n'est pas pour remplacer la connaissance et la physique, mais pour l'enrichir. Si on a besoin de l'enrichir, on le fait.
Et si on n'a pas besoin d'enrichir notre modèle parce que les modèles sont très précis, on ne les fait pas. Parce que la donnée en ingénierie est extrêmement chère. Mesurer c'est cher, communiquer c'est cher, traiter c'est cher. Ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc nous essayons de maintenir aussi réduit que possible la quantité de données. Et dans les projets, dans ces macro-projets dans lesquels on essaye de faire un jumeau d'une ville, tout commence tout en bas, dans lesquels les chercheurs font de la recherche, ils vont créer des algorithmes. Ces algorithmes, on va les implémenter dans ce qu'on appelle, nous, les Hybrid Twin Builder. Et on dit bien hybride, parce que comme on vient de dire, on va mélanger la connaissance avec la donnée, les modèles réduits des modèles physiques, plus les modèles de l'ignorance basés sur la donnée. Et on va construire différents modèles hybrides de différents composants du système pour finalement les intégrer tous tout en haut, quand j'ai dit la tour de contrôle, que c'est elle qui va être utilisée par les autorités, par les services, pour planifier la ville ou pour opérer la ville. Les tâches de l'ingénieur, c'est de concevoir et opérer. Donc, pour les deux choses, avoir une réplique précise et rapide de la réalité peut nous aider. Les partenaires sont nombreux, comme vous pouvez imaginer. Vous avez tout en haut les différentes universités, tant de Singapour comme des universités en France et même étrangères. Vous avez notre partenaire industriel et d'autres qui arrivent. Et vous avez en bas toutes les agences gouvernementales de Singapour qui nous soutiennent et qui soutiennent effectivement la recherche que nous menons. Et donc, pour finir, avec les 6 minutes qui me restent, j'ai décidé de vous mettre un petit vidéo qui va vous donner une illustration de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on sait faire, de là où nous sommes et vers là où nous allons. Donc, je commence la vidéo. Our digital twin project is developed by CNRS at Create, the first CNRS subsidiary in Singapore under the Descartes programme. Singapore stood out as the ideal choice, being ranked the world's most innovative city in 2024 by the Consumer Technology Association, CTA. Cities are interconnected and complex systems of systems, making their management increasingly challenging. Current models are becoming inefficient in terms of accuracy, robustness, and the ability to analyze and store vast amounts of data. The Descartes programme aims to combine knowledge from physics-based models with data-driven AI, giving rise to the so-called hybrid AI. Unlike traditional AI, hybrid AI can accurately represent reality in fine detail with minimal data, leveraging existing knowledge while operating in real time. It addresses the two main missions of engineering: 1, design and planning, 2, operational and optimal decision-making with reduced environmental impact. Thanks to its properties, hybrid AI applied to digital twins is a powerful tool for developing innovative solutions to urban planning challenges. The Descartes programme prioritizes a human-centered approach, aiming to meet societal needs within critical urban systems. As part of this programme, we have developed the Descartes Builder platform, which integrates methodologies to transparently and agnostically create hybrid twins of various components of a complex system. These are then integrated into the platform, resulting in a comprehensive digital twin that serves as a control tower for urban planning and operations. Today, the Descartes Builder includes a global digital twin of Singapore's Marina Bay district, which users can interact with in virtual, augmented, or hybrid reality. The geometric models of the district come from sources like Google Maps and Google Street View, allowing for a transition from a satellite scale of several kilometers to a metric resolution suitable for human movement. This digital twin addresses several challenges: drone trajectory planning, remote sensing for predictive maintenance, digital energy management of interconnected buildings, and emergency crisis management. It models various physical phenomena in real time that directly impact infrastructure and population, such as wind and temperature. The dynamic wind map is simulated from satellite data, wind intensity and direction,
supplemented by a limited number of measurements from sensors like LiDARs, weather stations, or Sentinel drones. The temperature map is estimated from cloud cover, sun position, and a few public thermometer readings. Collected via the web, IoT, or 5G, these data, when integrated with physical models, empower the forecasting of their effects and enhance urban management optimization. This digital twin is a key tool for decision-making in urban planning and crisis management. It allows all stakeholders to make informed decisions in real time and optimize emergency interventions. For example, in the event of chemical hazard in the air, the platform identifies the source, tracks pollutant dispersion, and anticipates evacuations from affected areas by optimizing routes based on real-time traffic estimates. Thanks to the tools developed within the Descartes Builder platform, users can visualize the area of interest and the physical parameters affecting its infrastructures. This platform is based on a methodology transferable to any city worldwide. Indeed, it is currently used to model the La Défense district in Paris and facilitated the development of the Stay Fresh in Paris app with our partner Explio in just 1 month. Le projet Stay Fresh in Paris a été développé après une rencontre lors d'une conférence avec Francisco Schnesta, où nous avons décidé de faire rentrer un jumeau numérique dans une application afin de le rendre disponible pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce projet a été développé en moins d'1 mois entre les équipes d'Expleo, le CNRS AdCreate et de l'ENSAM. L'application Stay Fresh, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? On a d'abord une architecture globale avec au centre le modèle réduit qui a été développé par les équipes de l'ENSAM et toute la partie applicative Android et iOS qui permet de s'interfacer avec de la donnée réelle et pour l'utilisateur, toute la partie HMI. Et le mieux maintenant, c'est de tester et de l'utiliser. The Descartes Builder is not limited to urban environments, it also adapts to mountainous or forested territories. By combining known topography and elevation data, we can adjust our parametric physical model. For a wind farm, this allows identifying areas with the strongest winds, defining optimal turbine placements and orientations. For a forest fire, the model predicts fire spread based on wind and optimizes the placement of fire breaks to stop its progression. In conclusion, the Descartes Builder platform demonstrates the potential of hybrid digital twins to help local stakeholders better anticipate, optimize, and innovate in response to future challenges. Merci. Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paco. On va prendre un Stay Fresh pour tout Paris, au-delà de la Défense. Donc là, Sylvain, à toi pour nous parler d'aspects peut-être un petit peu différents de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Donc à toi, Sylvain. Alors, donc moi je vais revenir sur donc les usages des jumeaux numériques pour l'enseignement. Et donc, on va parler des impacts et des limites. Alors déjà, quand on se pose cette question des jumeaux numériques pour l'enseignement, en fait, il y a 2 sujets complètement différents. Il y a le sujet il y a 2 finalités. Former aux jumeaux numériques et former avec les jumeaux numériques. Donc, former aux jumeaux numériques, c'est notre problématique à l'ENSAM. On est une école d'ingénieurs tournée vers l'industrie. Et donc, on veut que les futurs ingénieurs arts et métiers soient à l'aise avec ces outils qui ont une place de plus en plus centrale dans l'industrie.
Donc là, concrètement, il s'agit d'amener les élèves ingénieurs à utiliser des jumeaux numériques pour se familiariser avec ces outils, identifier des cas d'usage, comprendre les problématiques techniques, etc. Ce dont je vais parler, moi, ici, c'est plutôt la deuxième finalité qui est former avec les jumeaux numériques. Donc, autrement dit, utiliser le jumeau numérique comme un simulateur pour apprendre à utiliser en fait le jumeau physique, parce qu'au bout du compte, ce qui va nous intéresser, c'est le jumeau physique. Là, c'est un exemple, ce que vous voyez à l'écran, d'un des jumeaux numériques développés dans le cadre du projet de génie, dont Benjamin a parlé juste avant. Et on voit du coup le jumeau physique à gauche et le jumeau numérique au centre. Et donc, nos élèves utilisent le jumeau numérique pour apprendre à se servir du jumeau physique. Alors, pourquoi faire c'est quoi l'intérêt d'avoir des jumeaux numériques pour l'enseignement? En fait, il y a 3 grandes catégories d'avantages qui peuvent amener à faire ce choix de cette techno. Donc, je vais détailler chacun des 3. Simplement, donc, la première catégorie, c'est des avantages logistiques. Ça va être plus pratique, on va le voir dans certains cas. Ça ouvre des possibilités pédagogiques et ça a aussi des avantages sur le plan cognitif. On va commencer par les avantages logistiques. En fait, la première chose, c'est que selon ce qu'on va simuler, on va, dans certains cas, avoir la possibilité de faire, par exemple, des économies d'énergie. Nous, dans le projet de génie, par exemple, on a une simulation d'une forge industrielle. Donc avec des fours, avec des machines qui consomment énormément d'électricité, d'énergie. Et en fait, quand on met ça en comparaison avec un casque de réalité virtuelle qu'on va utiliser pour la formation avec ça, la consommation d'énergie du casque, elle est complètement négligeable. Donc on a une économie d'énergie qui est assez importante dans l'usage du jumeau numérique. Et c'est le cas dans beaucoup de cas, en fait, même si ça dépend de ce que vous simulez. On a aussi potentiellement des économies de matière ou de place. Donc là, c'est la forge industrielle, en l'occurrence. On a la vraie ici, là, et on a la version numérique ici. Économie de matière, en fait, on ne va pas consommer du métal, par exemple, dans ce cas de figure. Globalement, à chaque fois qu'on va simuler des procédés industriels, il y a quand même une consommation de matière qu'il y a quand on utilise le réel, qu'on n'a pas quand on utilise le physique. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus aussi, quand c'est pour de la formation. Parce que du coup, dans la formation, on veut pouvoir répéter plusieurs fois les processus pour apprendre. Apprendre, c'est répéter. Et donc, on est plutôt content de ne pas consommer des quantités énormes d'énergie ou de matière. Et puis, c'est une économie de place. La forge industrielle, elle est immense. Et en fait, souvent, on va simuler des choses qui prennent beaucoup plus de place que juste le casque de réalité virtuelle. Et la troisième économie, c'est une économie en termes de déplacement. En fait, un jumeau numérique, on peut, si je caricature un petit peu, on peut se l'envoyer par mail, quoi. Et puis ensuite, il suffit d'avoir le bon terminal derrière pour travailler dessus. Donc finalement, vous n'avez pas, vous, pour vous former à vous rendre sur le lieu du jumeau physique, vous avez la possibilité juste de recevoir sur votre ordinateur le jumeau numérique qui va vous permettre de vous former. Et donc en fait, le point commun de ces avantages logistiques, c'est que globalement, c'est une réduction des coûts. En fait, dans beaucoup de cas, déployer un jumeau numérique pour faire de la formation, une des motivations importantes, ça peut être juste d'avoir une forme de retour sur investissement, d'avoir une réduction de coûts par rapport à la formation sur ces 3 aspects-là, en fait. J'ai dit que la deuxième catégorie d'avantages, c'est d'apporter des nouvelles possibilités sur le plan pédagogique. Et en fait, ces possibilités-là, il y en a 3 principales. La première, elle va concerner tout ce qui va être l'apprentissage de procédures techniques dans lesquelles il y a une dimension qui peut être un peu posturale. Donc là, c'est un autre jumeau développé, c'est aussi de la réalité virtuelle, développé par l'équipe au sein de l'ENSAM, et donc il y a toute une procédure d'usage de la machine. Et finalement, là, le fait
de pouvoir le faire comme ça. C'est une modalité pédagogique supplémentaire que l'enseignant ne pouvait pas vraiment avoir, parce qu'il ne pouvait pas vraiment envoyer ses étudiants en autonomie jouer avec la machine. Donc, ce qui veut dire que la procédure, on va plutôt l'avoir sur des supports statiques qui vont être potentiellement moins intéressants ou moins adaptés pour ce type d'apprentissage. Donc, pour tout ce qui va être apprentissage de procédure, de posture, il y a une notion dynamique dans laquelle le jumeau numérique est intéressant, et la réalité virtuelle aussi est intéressante pour ça en particulier. Tout ce qui va concerner la sécurité, d'une manière générale, pour des procédures qui sont dangereuses, on aime bien utiliser des simulateurs pour éviter de mettre les gens en danger ou les dispositifs en danger. Là, c'est une capture d'écran d'un simulateur de laboratoire de chimie, et les petites volutes de fumée verte que vous voyez ici, c'est en fait un gaz toxique. Donc là, dans le simulateur, je viens d'ouvrir une bouteille qui contient un gaz toxique alors que je n'étais pas sous la hotte aspirante. Donc c'est un comportement dangereux. Concrètement, dans le simulateur, je vais mourir là, et l'enseignant est bien content que je l'ai fait dans le simulateur et pas en situation réelle. Donc on peut aller sur des situations à risque avec les jumeaux numériques qu'on ne ferait pas dans le réel, à risque pour l'utilisateur, l'apprenant, ou à risque pour les machines. On a aussi des formateurs qui nous disent qu'ils ne veulent pas que les apprenants s'approchent des machines avant d'avoir été sensibilisés avec un simulateur. Et enfin, le dernier avantage pédagogique des jumeaux numériques, c'est que ça permet du travail en autonomie, de la révision. On peut difficilement imaginer qu'un apprenant aille en autonomie utiliser une machine industrielle pour réviser son apprentissage, parce que voilà, ça fait plusieurs mois qu'il a eu ses cours dessus et il voudrait réviser, donc il retourne dessus. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Avec le jumeau numérique, on peut le faire. On peut mettre à disposition un jumeau numérique pour la formation à des apprenants et qui vont pouvoir revenir dedans à volonté. Et ça, c'est vraiment pédagogiquement quelque chose de considérable pour les formateurs. Le dernier type d'avantage, c'est les avantages que j'ai appelés les avantages cognitifs. Là aussi, il y en a trois. Le premier, c'est la possibilité d'avoir une visualisation à l'échelle 1. Donc là, je suis dans la forge industrielle, je suis devant une presse à vis, elle est ouverte en deux, donc on est sur une vue en coupe en fait, alors qu'elle est en train de fonctionner, donc on voit à l'intérieur comment ça fonctionne. Ça, on ne pourrait pas le faire en vrai, d'accord ? Donc on a vraiment là un intérêt en termes d'apprentissage. Et puis c'est de la visualisation à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on se rend compte de la taille des objets, on se rend compte de à quelle hauteur se trouve la poignée, etc. Tous ces éléments-là, on ne les aurait pas si on était simplement devant un document statique ou même juste devant un ordinateur sans la réalité virtuelle. Le deuxième intérêt sur le plan cognitif, c'est très lié aux aspects simulation qui ont été évoqués dans les présentations d'avant. C'est la possibilité de visualiser l'invisible. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est un moule qui se remplit de métal liquide dans une machine qui s'appelle une coquilleuse. Et en fait, les couleurs représentent le processus de refroidissement du métal. Et donc voilà, on a cette possibilité du coup de visualiser ça. Cette visualisation, on peut la voir directement dans la machine, dans le jumeau numérique de la machine. Et donc, ça nous permet vraiment de lier des connaissances très académiques de on va dire les équations de physique, etc. Et finalement le lieu dans lequel ça a lieu, la machine dans laquelle ça a lieu. Donc globalement, on a la possibilité, ça c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, de visualiser des phénomènes physiques complexes qui sont invisibles habituellement à l'œil nu. Et là, on peut les voir en contexte grâce à ces outils numériques. Le troisième avantage cognitif des jumeaux numériques, c'est aussi le fait qu'on a la possibilité de s'affranchir des contraintes physiques. Ça, c'est un jumeau d'impression 3D. En fait, le process, il dure très longtemps en réel. En réalité, vous lancez le processus, vous revenez le lendemain pour voir le résultat. Il n'y a pas d'intérêt pédagogique quand vous formez quelqu'un à le faire attendre des heures devant le dispositif. Ça n'a aucun intérêt pédagogique. Ce qui a plutôt un intérêt pédagogique, c'est de lui permettre de tester des réglages sur la machine et de voir immédiatement le résultat, donc en accéléré. Donc là, le résultat, on l'a à la vitesse qu'on veut, on règle la vitesse.
Et du coup, ça permet à l'apprenant de tester un réglage, de voir le résultat, de revenir en arrière, de tester un autre réglage, etc. C'est ce que permettent globalement les jumeaux numériques. Donc, on s'affranchit des contraintes physiques quand c'est intéressant de le faire sur le plan pédagogique. Voilà, après, il y a en ouverture, les jumeaux numériques nous amènent aussi à penser de l'innovation pédagogique. Il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens, on n'a pas tout essayé. Par exemple, ici, ce qu'on a représenté par ces photos, c'est des situations pédagogiques différentes avec le même jumeau numérique. Ici, on peut imaginer être dans la forge industrielle de Metz, en virtuel. Ici, on a la situation où on a l'enseignant qui n'est pas dans la réalité virtuelle, simplement il va monitorer ce que font les apprenants depuis son ordinateur. Ici, on a une situation où l'enseignant il est dans l'environnement virtuel avec les apprenants. En fait, tout est possible. Il y a une question de choix pédagogique en fonction de la scénarisation qui est faite. De toute évidence, les agents virtuels intelligents, les modèles de langage, les évolutions récentes de l'intelligence artificielle apportent des potentialités supplémentaires pour les situations d'apprentissage dans des simulateurs numériques. Aujourd'hui, nous, on a des expérimentations dans le labo sur ces sujets-là, dans lesquels on a des tuteurs intelligents avec des modèles de langage qui vont accompagner des apprenants. Donc, c'est quelque chose qui va évidemment être amené à se développer. Et puis, on a aussi un aspect important, c'est que les jumeaux numériques ne sont pas forcément associés à un type de média particulier. En fait, un enseignant peut très bien décider d'utiliser un jumeau numérique avec de la réalité augmentée, avec de la réalité virtuelle, avec, ici c'est plutôt de la réalité mixte, le troisième, ou même simplement sur un ordinateur, voire sur un smartphone. Et donc pour conclure, former avec des jumeaux numériques, globalement, on trouve dans beaucoup de cas un intérêt logistique qui est globalement plutôt de faire des économies à l'usage, qui se traduisent à la fin par plutôt des économies financières. Souvent, on a ça au bout. On me pose souvent la question, est-ce qu'on apprend mieux avec un jumeau numérique qu'avec son jumeau physique? En fait, c'est une question qui est mal posée. On n'apprend pas mieux ou moins bien avec un jumeau numérique. Par contre, c'est caché, notre formateur, il a une corde de plus à son arc, il a une possibilité supplémentaire pédagogique et c'est à lui finalement de l'utiliser à bon escient pour faire des formations efficaces et pertinentes. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis juste mon adresse mail en bas si ça vous intéresse. Merci beaucoup Sylvain. Simon, tu as 2 minutes pour conclure parce qu'il y a pas mal de questions et ce serait bien de pouvoir y répondre, de répondre à toutes. Donc, 2 minutes. Eh bien, merci Anna, c'était vraiment super intéressant, j'ai appris plein de choses, c'est génial. Oui, alors donc rapidement pour conclure, en lisant la définition sur Wikipédia du jumeau numérique, ça m'a fait penser beaucoup à l'être humain, c'est-à-dire voilà, qui apprend en permanence. Donc l'homme dès sa naissance apprend en permanence à partir de nombreuses sources. Il utilise des données de ses capteurs sensoriels, des experts humains, ses parents, ses profs, d'autres humains, ses pairs, des machines, les réseaux sociaux, la télé et tout son environnement, voire l'univers s'il regarde vers les étoiles. Il a aussi des données historiques, son histoire qui lui permettent de faire évoluer son modèle de pensée, etc. D'où cette question philosophique que je vous soumets. L'homme est-il un jumeau numérique dont la partie numérique serait sa conscience? Voilà, vous avez 4 heures. Alors, pour ce qui concerne les arts et métiers à Laval, juste pour conclure, l'idée, ce serait voilà, de faire entrer l'humain dans les jumeaux numériques. Et l'idée, c'est de faire cela en plusieurs étapes, en particulier grâce à notre super plateforme qu'on est en train d'installer en temps réel, là, ici, à Laval, le CapLab, le labo CapLab, avec la capture volumétrique, capture de mouvement, capture des signaux physiologiques, capture même des ondes cérébrales. On va tout capturer, on va pouvoir mettre l'humain au milieu de cette plateforme à 1 million d'euros. Et l'idée, en plusieurs
plusieurs étapes. Ça va être de scanner l'humain en action, en formation, en maintenance, en train de démonter un moteur. Là, on voit un chirurgien en train d'opérer sur un simulateur. Et on va faire des captures à la fois sur le jumeau numérique et sur le réel. Tout ça, ça va nous permettre, comme en parlait Sylvain, d'optimiser le processus de formation avec les jumeaux numériques. Et puis, comme le disait Sylvain aussi, d'introduire les agents conversationnels incarnés, les agents pilotés par les IA, et voir après donc d'arriver à personnaliser les processus de formation avec ces agents, car tous nos étudiants ne sont pas égaux. Il y en a qui ont besoin de plus de temps pour comprendre, de plus de manip, etc. Tout ça. Et donc, on pourrait arriver, mon rêve, arriver à faire un Jiminy Cricket pour chaque apprenant, c'est-à-dire chacun a son petit agent virtuel incarné, conversationnel, et il va apprendre dans les jumeaux numériques, etc. Voilà, alors si vous voulez jouer avec nous, rejoignez l'aventure. Voilà, c'est peut-être l'instant pub. Vous voulez des alternants, des doctorants, on a des étudiants, on a des ingénieurs, on peut faire avec Benjamin des proof of concept, et puis vous pouvez rejoindre la chaire Hyperform que tu connais bien, Anna, avec Chanel, Alstom et France Travail. Voilà, on cherche des nouveaux partenaires pour justement financer toutes ces recherches sur faire entrer l'humain dans les jumeaux numériques. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire en conclusion. Et maintenant, place aux questions, place au débat. Anna, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Simon. Garde le micro parce que je vais poser une question qui peut être, je pense, pour toi. Le terme jumeau numérique est récent, mais le concept est ancien. Maquette numérique d'un avion, par exemple, pour vérifier sa maintenabilité. C'est de la modélisation ou il y a quelque chose de plus? Eh bien, c'est vrai que je me souviens d'un Laval virtuel, parce que là, on va faire le 27e Laval virtuel. Et c'était il y a longtemps, je crois que c'était en 2005, c'était Dassault Aviation qui venait nous présenter justement le Falcon qu'ils avaient conçu complètement en virtuel. Donc, on aurait pu déjà dire, tiens, mais il y a déjà du jumeau numérique. Après, il y a eu quand même beaucoup de travaux qu'a présenté Paco sur les modèles réduits, etc. C'est la puissance des machines, on voit l'IA qui arrive, etc. Donc, effectivement, le concept est peut-être pas si nouveau que ça. Je suis sûr que si on cherche un peu philosophiquement, il doit y avoir des philosophes qui avaient déjà pensé à tout ça, mais effectivement, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, l'accélération. Merci. Je continue avec une question peut-être pour Paco. C'est sur l'IA. Les exemples sont très intéressants, mais peut-on en savoir plus sur le rôle de l'IA dans ces modélisations? Je t'en lis une autre qui est aussi pas loin. Le jumeau numérique est bien expliqué, étayé, concept, exemple et tout ça, mais il n'est pas nouveau, donc on relie à ce qu'on a vu. Mais quid de l'apport de l'IA au sens moderne du terme, machine learning, etc. Il y a un apprentissage à partir de la donnée. Quand j'ai dit la connaissance aujourd'hui, on l'a parce qu'on a plein de modèles physiques qui ont fait la preuve. On était monté à la Lune, on est revenu et on n'avait pas de l'IA, on n'avait pas de données parce qu'on n'était jamais allé. Et les choses se sont plutôt bien passées. Ça veut dire quand même qu'à partir des siècles, on a construit des modèles qui tiennent la route. Après, il y a des problématiques dans lesquelles les modèles n'existaient pas. Les modèles ne sont pas très fiables, où on va observer qu'il y a un écart entre ce qu'on prédit et ce qu'on observe. C'est à ce moment-là que ces données-là, on les prend, et il faut extraire à partir de la donnée un modèle. Et ça, c'est le machine learning. C'est le modèle qu'on ne connaît pas, mais qu'on va extraire à partir de la donnée. Si je vous dis qu'à l'instant 1, il y a une ignorance de 1, à l'instant 2, il y a une ignorance de 2, à l'instant 3, il y a une ignorance de 3. Si je te pose la question de qu'est-ce que tu attends à l'instant 4, certainement tu vas me dire 4. Tu viens de faire un modèle de l'ignorance. C'était très facile parce que c'était une régression linéaire, que c'est une technologie de machine learning. Évidemment, quand le lien ou quand le modèle sera beaucoup plus complexe, les machines sont capables aujourd'hui, avec des réseaux de neurones ou des techniques de régression polynomiale régularisée, d'être capable de prendre des données et fitter la courbe qui les représente. Et ça s'appelle un modèle. Parce qu'une fois construit, je peux l'interroger, je peux lui demander de me donner, je peux faire des requêtes et il va me répondre en temps réel. Donc l'IA, c'est absolument nécessaire. S'il faut apprendre pour un jumeau numérique qui tout est basé sur un modèle physique, vous n'avez pas besoin d'IA. On a besoin de l'IA seulement pour des choses.
met au mieux, on va dire 3. 1. Faire plus vite, a été dit par Simon tout au début, booster la simulation, créer des surrogates, créer des modèles de remplacement parce que les simulations numériques prennent beaucoup de temps et l'IA peut les accélérer. 2. Quand les modèles n'existaient pas mais la donnée est là, l'IA nous permet d'apprendre un modèle et après de l'utiliser. Et 3. On a dit pour faire mieux, pour faire plus vite. La troisième, c'est pour faire différent. Et ça s'appelle le generative design, ça s'appelle l'IA générative. C'est un peu tout ce qu'on parle aujourd'hui de LLM et de ChatGPT, mais dans le domaine de l'ingénierie. Donc l'IA, c'est nécessaire aussitôt, vous n'avez pas un modèle, mais vous avez des données, ou vous avez un modèle, mais vous n'êtes pas satisfait avec ces résultats. Si vous n'avez pas d'IA, vous ferez un jumeau si vous voulez, mais le jumeau vous donnera de mauvaises prédictions. Et s'il vous donne de mauvaises prédictions, vous ferez de mauvais choix et effectivement, l'ingénierie n'ira pas trop loin. Merci. Peut-être une autre question qui est un peu liée à ce que tu as dit il y a un moment. Cette modélisation hybride va-t-elle au-delà de l'IA neurosymbolique? La modélisation, c'est un paradigme dans le sens, la modélisation hybride. Qu'est-ce que vous voulez faire pour être capable d'être prédictif? Si vous avez un modèle que vous avez appris et qu'il est déjà prédictif, je dirais que vous n'avez besoin de rien d'autre, ni de IA, ni de données, parce que vous pouvez lui faire confiance. Par contre, le paradigme dit que si à un moment donné, il y a une différence entre ce que vous prédisez et ce que vous mesurez, ce qu'on dit nous, c'est l'hybride, c'est de dire qu'on va construire les modèles par IA, mais seulement de la différence. Et pourquoi on fait ça? Parce que si j'ai fait un modèle seulement de la différence, si la différence n'est pas très grande, parce que mon modèle quand même il est bon, s'il n'est pas très grand, ça veut dire que je vais pouvoir réduire la quantité de données qu'il y a besoin. J'ai fait des économies de données. L'économie des données est fondamentale. Et il y a un autre problème qu'on dit à l'intelligence artificielle, c'est l'explicabilité. Si quelqu'un me demande d'expliquer, je dirais, écoute, une grosse partie dans l'IA hybride, je peux te l'expliquer parce que c'est des modèles qui viennent du XVIIIe siècle. Et après, il y aurait un peu plus de difficultés à te raconter pourquoi ce modèle de l'ignorance. Mais je t'assure, il est très petit. Et donc, effectivement, l'IA hybride, paradigme, il nous permet de faire vite, de faire bien, de faire différent, d'expliquer ce qu'on fait et d'utiliser peu de données. Et ça, c'est fondamental parce que la donnée pour Google, elle est big data, mais dans l'ingénierie, la donnée, c'est effectivement synonyme de prix ou de coût. Merci. Qu'est-ce qui garantit la fiabilité des simulations s'il n'est pas possible de tester des prédictions des modèles sur les objets physiques? Il faut toujours tester. Valider un modèle s'il n'a pas été testé. Il y a toujours une phase de validation. Pour une simulation ou pour un jumeau, sans validation, personne ne fera une certification. Les modèles doivent être certifiés, les simulations doivent être certifiées, les résultats d'un jumeau doivent être certifiés. Ça veut dire, on l'a entraîné, on pense qu'il a déjà appris, on va garder des données qu'il n'a jamais vues, ça s'appelle les tests, et on va voir dans des situations qu'il n'a jamais vues s'il donne la bonne réponse. S'il continue à donner la bonne réponse, on peut imaginer qu'on a pas mal appris, et à partir de maintenant, à fur et à mesure, on les fera de plus en plus confiance, et toutes les données qui vont arriver, on va les utiliser pour l'enrichir. Mais bien évidemment, on ne fera pas d'ingénierie si on n'arrive pas à valider. Il faut valider tout, modèle, simulation, jumeau. Merci. Et le format des données, quel est-il? Car on est sur du multi-outil. Peut-être que c'était par rapport à Benjamin, ce que tu avais présenté, ou Oui. vous tous d'ailleurs, en fait. Hein, mais, Bah, j'ai vu la question, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans la question. Il y a plusieurs types de données hein, dans ce jumeau numérique.
Il y a la partie données 3D. Donc là, je vois qu'on parle d'IFC. Alors, IFC, c'est plutôt pour la partie représentation des bâtiments. Là, on n'a pas le cas. C'était pas forcément l'objectif d'être sur un modèle qui représente la halle via de l'IFC qui représente le bâtiment et dont on gère la représentation. Là, la halle a été construite vraiment où il n'y avait rien du tout. Donc, on a construit les différents éléments 3D au fur et à mesure et les différentes animations ou les différentes simulations qui correspondaient aux différentes machines. Et après, pour aller de la simu vers la 3D, alors ça, je ne sais pas si on parle de la simulation au niveau des procédés, ou on parle de la simulation dans le sens que le simulateur au global. Donc, au niveau des simulations des procédés, je reprends un petit peu ce que Francisco vient de dire, hein. On a des plans d'expérience. Alors, nous, là, on n'a pas utilisé la donnée réelle dans ce cas-là. On est resté sur les modèles physiques que l'on connaît parce que l'objectif, c'était pas sur la qualité de la précision, c'était vraiment sur accélérer la simulation. Donc, l'idée, c'est que les modèles physiques qui ont été développés dans le jumeau numérique sont ici. Les connaissances physiques qui ont été réduites, donc sous forme de modèles réduits ou dans certains cas de réseaux de neurones, il y a les deux dans le jumeau, pour pouvoir aller en temps réel extraire des résultats de simulation pour simuler le procédé en temps réel sur le procédé de forgeage, sur les différentes machines. Merci. Peut-être une dernière question. Y a-t-il la possibilité pour plusieurs personnes d'interagir avec le même jumeau numérique en simultané pour apprendre à travailler en équipe, par exemple? Alors, vas-y, Karl. Si c'est pour nous, oui. C'est intégré, ouais. Mais je te laisse répondre, Karl, pour ton... Non, j'allais dire, on a, pour notre setup qui est bien particulier pour donc cette cave, on peut avoir plusieurs personnes qui interagissent, soit en mode observation. Donc, dans ce cas, ça peut monter jusqu'à 20, voire même 30 personnes. Mais là, on doit encore justement travailler. Mais du point de vue technique, c'est possible d'avoir plusieurs personnes qui interagissent, manipulent l'environnement. Mais je crois que beaucoup des collègues ici autour de la table sont plus avancés que nous là-dessus. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question sur la consommation du logiciel numérique. Alors, parce que la journée était déjà bien remplie, la partie environnement, elle sera traitée lors d'une masterclass au mois de mai, le 25 mai, sur ces sujets d'environnement. Donc, vous êtes tous invités. Ça me permet de faire aussi le pont avec cette prochaine masterclass qui sera sur l'IA et l'environnement. Et donc, on parlera aussi de ces aspects liés aux jumeaux numériques. En tout cas, merci beaucoup. Merci, chers amis. C'était passionnant. J'espère que tout le monde aujourd'hui est clair sur ce que c'est que les jumeaux numériques et un point de vue assez large. Et donc, merci beaucoup. Et donc, à très bientôt pour une prochaine masterclass. Et n'hésitez pas à nous donner vos suggestions. Merci bien. Merci, Anna. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup, Au merci à revoir. tous. Bonne nuit, Paco. Merci. Ah oui, Paco. Oh, c'est 1h30 du matin. C'est encore le temps d'aller dormir, hein. Ouais. Oui. Allez, bonsoir. Bonsoir. À l'heure espagnole, ça va. Et singapourienne. Au revoir, merci. En tout cas, merci. Ok, Et ça marche. à très bientôt, hein, les amis. Merci pour cette organisation, Anna. Super. Merci Bravo. beaucoup. Et vous, Bravo. pour ces contenus Merci. très riches. À très bientôt. À très À bientôt. bientôt. Bonne soirée à tous. Merci Bruno aussi Au pour la revoir. technique.